Voici le chapitre consacré à la dynamique des poutres. Nous allons considérer une poutre dont la ligne moyenne est rectiligne. Et nous allons envisager, pour la section droite, deux types de mouvements. Tout d'abord, un mouvement de translation suivant X. On parlera de vibration longitudinale, puis un mouvement de translation suivant Y, associé à un mouvement de rotation autour de Z. On parlera de vibration de flexion. L'étude de chacun de ces mouvements va constituer un chapitre du cours. Dans cette vidéo, nous allons envisager les vibrations longitudinales et dans le chapitre suivant, nous étudierons les vibrations de flexion. Nous allons donc commencer l'étude des vibrations longitudinales et pour cela, nous allons isoler une tranche d'épaisseur dx située à l'abscisse x. Comme nous l'avons vu dans la présentation, cette tranche se déplace suivant x. Nous allons appeler u le déplacement de cette tranche. U mesure la position de la tranche par rapport à sa situation de repos. U est évidemment une fonction de x, puisqu'il s'agit du déplacement de la tranche d'abscisse x, mais U est aussi fonction du temps, car nous sommes maintenant en dynamique. Nous allons nous fixer comme objectif de caractériser cette fonction U de x et de t. Pour cela, nous allons appliquer le principe fondamental de la dynamique à la tranche isolée. Isolons donc la tranche d'épaisseur dx située à l'abscisse x, U de x et de t représentant, comme on le voit, la quantité dont se déplace la section d'abscisse x. Nous allons mettre en place les efforts qui agissent sur cette tranche isolée. Compte tenu du fait que les sections droites se déplacent en bloc en translation suivant x, on comprend que la poutre travaille à l'effort normal. C'est donc de l'effort normal que nous allons voir apparaître sur les faces avant et arrière de notre tranche isolée. Vous vous souvenez qu'on appelle amont toute la partie de poutre située avant la section d'abscisse x. Et on désigne par aval le tronçon de poutre situé après la section d'abscisse x. Nous allons envisager quels sont les efforts exercés par l'amont sur la face d'abscisse x. Il a été dit en cours de RDM que l'effort normal est par définition la projection sur x de toutes les forces qui s'exercent en aval de la section considérée. Comme on prend ici les forces en amont, ce n'est pas l'effort normal mais son opposé, moins n, qui va s'exercer sur la face de normale x. Envisageons maintenant l'effort qu'exerce l'aval sur la section d'abscisse x plus dx. Cette fois, c'est bien les efforts exercés par l'aval, c'est donc bien l'effort normal. Mais comme on est passé de l'abscisse x à l'abscisse x plus dx, eh bien l'effort normal a lui-même subi un accroissement. Ce n'est donc plus n, mais n plus un petit accroissement. Cet accroissement, c'est tout simplement dn sur dx, la dérivée de n par rapport à x, que multiplie l'accroissement de x. Maintenant que les efforts qui s'exercent sur la tranche sont connus, nous allons pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique. M fois l'accélération mesurée suivant x égale résultante des forces agissant suivant x. Quelle est la masse de la petite tranche? Pour calculer la masse de notre tranche, il faut connaître la masse volumique ρ du matériau ainsi que la section S de la poutre. Le volume de la tranche est égal à S que multiplie dx. Sa masse est donc égale à ρs dx. Que vaut son accélération? La position est donnée par u, la vitesse est égale à du sur dt, l'accélération d2u sur dt carré. Voici donc exprimée la résultante dynamique. Écrivons maintenant la résultante des actions qui s'exercent suivant x. À gauche, nous avons moins n et à droite, nous avons n plus l'accroissement. Voyez donc que moins n plus n disparaît, ainsi que l'épaisseur dx qui apparaît dans chacun des membres. Au final, on obtient ρs d2u sur dt carré égale dn sur dx. Examinons l'équation que nous venons d'obtenir. C'est une équation différentielle qui fait intervenir deux fonctions, le déplacement u, l'effort normal n, ces deux fonctions étant des fonctions de deux variables, x la position et t le temps. Rappelons que l'objectif est de déterminer la fonction u de x et de t. Nous allons donc chercher à éliminer l'effort normal pour avoir une équation différentielle dans laquelle n'intervient que la fonction u. Il faut donc exprimer l'effort normal en fonction de u. Cela a été vu en cours de RDM. Rappel, le terme de déformation epsilon x s'exprime en fonction du déplacement par la relation epsilon x égale du sur dx. La contrainte sigma x qui agit dans les fibres de direction x
s'exprime en fonction de epsilon x par la loi de Hooke. Enfin, l'effort normal n s'exprime en fonction de sigma x par la relation n égale sigma x que multiplie s. On a donc, en exploitant ces trois relations, la possibilité d'écrire n en fonction de u sous la forme n égale es du sur dx. Si nous injectons cette relation dans l'équation différentielle, nous obtenons ρs d2u sur dt carré égale es d2u sur dx carré. Remarquons qu'il est possible de simplifier par grand S l'aire de la section droite qui figure dans les deux membres. Au final, l'équation différentielle s'écrit donc d2u sur dt carré égale e sur ρ que multiplie d2u sur dx carré. C'est l'équation différentielle portant sur la fonction u que nous allons maintenant chercher à résoudre. Nous avons donc appliqué le principe fondamental de la dynamique à une tranche isolée et nous avons vu que la fonction u qui représente le déplacement de cette tranche suivant x est solution de l'équation différentielle qui est encadrée ici à droite. Cette équation, comme vous le voyez, fait intervenir les caractéristiques du matériau E, module élastique, et ρ, masse volumique. Nous allons appliquer une méthode qui va rappeler la méthode directe vue sur les systèmes discrets. Souvenez-vous, avec les systèmes discrets, le déplacement U était représenté par un vecteur. La solution déplacement avait été recherchée dans un mode sous la forme phi que multiplie cos oméga t. Grand phi représente la forme du mode et oméga représente sa pulsation. De manière analogue, nous allons maintenant chercher notre fonction u de x et de t sous la forme du produit d'une fonction f de x qui représente la forme du mode, multipliée à nouveau par une fonction harmonique du temps, cosinus oméga t, où oméga représente la pulsation du mode. Nous allons donc prendre cette solution et l'injecter dans l'équation différentielle encadrée ici. Nous allons donc, avec la fonction u qui a été choisie, calculer les deux termes d2u sur dt carré et d2u sur dx carré. Commençons par d2u sur dt carré. Quand on dérive u par rapport au temps, c'est la fonction cosinus qu'on dérive. On obtient donc moins oméga carré f que multiplie cos oméga t. Quand on dérive ensuite 2 fois u par rapport à x, c'est la fonction f qu'on dérive. On obtient donc f seconde de x que multiplie cos oméga t. En injectant ces deux expressions dans l'équation différentielle encadrée, on obtient moins oméga carré f que multiplie cos oméga t égale e sur ρ f seconde cos oméga t. On peut évidemment simplifier par cos oméga t. L'équation devient donc moins oméga carré fois f de x égale e sur ρ f seconde de x. Nous allons réécrire l'équation que nous venons d'obtenir sous une forme plus familière. F seconde de x plus oméga carré ρ sur e fois f de x égale 0. En posant lambda carré égale oméga carré fois ρ sur e, c'est l'équation f seconde carré plus lambda carré fois f égale 0, dont nous connaissons bien la solution. F de x égale grand A cosinus lambda x plus grand B sinus lambda x. Grand A et grand B sont les constantes d'intégration. Ces deux constantes d'intégration vont être déterminées, comme nous allons le voir, par les conditions limites imposées à chaque extrémité de la poutre. Nous avons donc trouvé que la fonction u de x et de t, qui caractérise le déplacement de la tranche suivant x, s'écrit dans un mode sous la forme f de x que multiplie cos oméga t. F de x représente la forme du mode, oméga la pulsation du mode. Nous avons trouvé que f de x s'écrit grand A cos lambda x plus grand B sinus lambda x, avec lambda égale oméga, pulsation donc du mode, multiplié par racine de ρ sur e, où ρ est la masse volumique et e le module élastique du matériau. Nous avons dit que les constantes a et b allaient s'exprimer à partir des conditions limites. Il est donc temps maintenant d'examiner les différents types de conditions limites qu'on peut rencontrer. Cas numéro 1, la poutre est libre à chaque extrémité. On dira qu'il s'agit d'un système libre-libre. Deuxième cas, la poutre est encastrée à l'origine, libre à l'extrémité. Troisième cas, la poutre est encastrée à chaque extrémité. Nous allons traiter ensemble le cas encastré libre et vous traiterez les deux autres cas à titre de révision. Dans ce cas, quelles sont les deux conditions 1 et 2 que l'on peut écrire à chaque extrémité? Condition numéro 1, en x égale 0.
Du fait de l'encastrement, on peut écrire que le déplacement u de 0 et de t est nul quel que soit t. Condition numéro 2, en x égale L, L représentant la longueur de la poutre. Puisque l'extrémité est libre, l'effort normal est nul en x égale L quel que soit t. Nous allons traduire ces deux relations en faisant intervenir f. La première relation s'écrit f de 0 cos oméga t égale 0 quel que soit t. On en déduit que f de 0 égale 0. La deuxième relation fait intervenir l'effort normal. Or, il a été dit précédemment que l'effort normal, n, s'exprime sous la forme ES du sur dx. Donc cette deuxième relation va conduire à ES que multiplie f' de L, puisqu'on a dérivé u par rapport à x, cos oméga t égale 0 quel que soit t. On en déduit donc que f' de L égale 0. Les deux conditions qui vont donc permettre d'identifier les constantes a et b sont f de 0 égale 0, f' de L égale 0. La première relation s'écrit a cosinus 0 plus b sinus 0 égale 0. On en déduit a que multiplie 1 égale 0, donc a égale 0. La constante grand A est donc nulle. Condition numéro 2. Tenons compte du fait que la constante grand A est égale à 0. Dans ce cas, si nous dérivons f par rapport à x et si nous posons x égale L, nous obtenons la condition f' de L égale lambda que multiplie b que multiplie cos lambda L égale 0. C'est donc un produit de trois termes qui s'annule. Lambda dont nous avons l'expression, oméga que multiplie racine de rho sur e, ne peut pas s'annuler. La constante b ne peut pas s'annuler, puisque la constante a était égale à 0. Si on annule en plus la constante b, eh bien vous voyez qu'on tombe sur la situation non déformée. C'est donc nécessairement le terme cosinus lambda L qui doit être égal à 0. C'est la conclusion de cette deuxième condition. La prise en compte des deux conditions limites a donc permis d'obtenir d'une part grand A égale 0. On en déduit donc la forme définitive de notre fonction u de x et de t, à savoir grand B sinus lambda x que multiplie cosinus oméga t. Il faut noter que la constante grand B ne sera pas déterminée, mais on n'est pas surpris car on sait que dans un mode, la forme est connue à une constante multiplicative près. Et rappelons que lambda est égal à oméga racine de rho sur e. La deuxième condition obtenue est cosinus lambda L égale 0. On en déduit que le produit lambda L peut prendre les valeurs pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2, etc. Nous allons maintenant tirer les conclusions de ces différents résultats. Considérons la première racine, lambda L égale pi sur 2. En élevant au carré, on obtient lambda carré L carré égale pi 2 sur 4. Et en remplaçant lambda carré par son expression, à savoir oméga carré rho sur e, eh bien on obtient, comme vous le voyez, la première pulsation propre, qu'on va appeler oméga 1 carré, et qui est égale à pi 2 sur 4, que multiplie e sur rho L2. Examinons à présent la forme du mode. Pour cela, nous allons exprimer la fonction f1, qui est égale donc à b sinus lambda x, avec lambda égale pi sur 2L. Cette fonction f1 est donc égale à grand B que multiplie sinus pi x sur 2L, et nous voyons ici sa variation. Comme cela est attendu, eh bien, cette fonction s'annule en 0, puisqu'on est encastré à l'origine. Et voyez que la section qui subit le plus grand déplacement, eh bien, c'est la section extrême d'abscisse x égale L. Considérons maintenant la deuxième racine, lambda L égale 3pi sur 2. Nous obtenons la deuxième pulsation propre, oméga 2 carré, égale 9pi carré sur 4 que multiplie e sur rho L2. Pour voir maintenant la forme du mode numéro 2, dans l'expression b sinus lambda x, remplaçons lambda par 3pi sur 2L, et nous obtenons donc la forme suivante, où l'on voit que la section d'origine à nouveau ne se déplace pas, la section extrême subit un déplacement maximal, mais voyez qu'il apparaît ce qu'on appellera un ventre situé au tiers de la longueur, et un nœud situé aux 2 tiers de la longueur. Le ventre, c'est une section située donc au tiers qui subit le même déplacement que la section extrême, et le nœud, c'est une section située aux 2 tiers de la longueur qui, elle, ne bouge pas. De la même façon, avec la troisième racine, nous obtiendrons la troisième pulsation propre, et la forme du mode correspondant est donnée ici avec, comme vous le voyez, 2 ventres et 2 nœuds. En fait, plus on monte dans les pulsations, plus on monte dans les fréquences,
Et plus la déformer fait intervenir un nombre important de ventres et de nœuds. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Nous avons réussi à exprimer les différentes pulsations propres d'un système encastré libre en vibration longitudinale. À noter qu'on a une infinité de pulsations propres. Et nous avons également été capables de caractériser la forme de chacun des modes. Il serait utile que vous refassiez ce travail pour un autre cas, par exemple le cas encastré-encastré ou le cas libre-libre.